Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence. Et on va tenter la chance. Je faisais des recherches ces derniers jours pour m'acheter un tapis avec 3000 petits pics en plastique dessus, là, comme les tapis de fakir. Puis ça fait que maintenant sur Facebook, je suis bombardé constamment de publicités sur les tapis avec des petits pics dessus. Puis j'ai fait un peu de recherche. Il y a un article dans le New York Times qui a été publié en 2007 qui disait qu'en Occident, en moyenne, on est exposé à environ 5000 publicités par jour. C'est une firme de recherche en marketing qui a fait ces recherches-là. Puis sont considérés comme publicités les spots à la radio, à la télévision, les publicités imprimées dans les journaux, les panneaux publicitaires de rue, les bannières sur les sites web, les publications commanditées ou non, mais qui sont de la publicité sur les réseaux sociaux, la publicité sur YouTube, et aussi tout ce qui est les logos et le branding. Si tu vas au travail, tu prends une tasse, sur la tasse, il y a un logo d'une compagnie, ben, c'est une publicité auquel tu es exposé. Si tu vas prendre le métro, puis tu vois les souliers de quelqu'un, puis sur ces souliers, il y a un gros logo Nike, ben, c'est une publicité auquel tu es exposé. Tu veux manger, tu ouvres ton frigidaire, tu vois le logo d'une compagnie de lait sur ton carton de lait, c'est une publicité. Donc, tout ça est calculé. En moyenne, 5000 publicités par jour. Mais cet article-là avait été publié en 2007. Ça fait presque 20 ans. 2007, c'est la même année que le iPhone est sorti. Fait qu'il n'y avait pas de publicité tant que ça sur les téléphones à l'époque. Maintenant, oui. Forbes a sorti un autre article avec des recherches similaires en 2022. Et l'article s'intitule « The Attention Economy », l'économie de l'attention. L'article parle du fait que la valeur que les gens essayent d'aller chercher maintenant, la valeur sur laquelle tellement de compagnies se basent, c'est votre attention. Les modèles d'affaires qui s'intéressent juste à payer des psychologues spécialisés en sciences cognitives pour designer des manières d'aller attraper votre attention, pour la garrocher vers une publicité pour vous vendre des boissons énergisantes, c'est un des modèles d'affaires les plus communs en 2026. L'économie de l'attention. Le web au complet tourne là-dessus. L'économie de l'attention. Votre attention est attrapée, capturée et vendue des centaines de fois par jour. D'un fois, on s'en rend compte. D'un fois, on s'en rend pas compte. Cet article-là de Forbes en 2022 disait que les chiffres sur le nombre de publicités auxquelles on est exposé se rendent maintenant souvent dans les 10 000. Donc, ça aurait pu, à certains égards, doubler depuis 2007. Et ça, c'est en 2022. On est rendu en 2026 maintenant. On va se le dire, avec la popularité non complètement croissante des vidéos courtes, comme sur TikTok. Bien, sur TikTok, 1 vidéo sur 3 a du contenu publicitaire. Je suis pas mal sûr que c'est rendu pas mal plus que 10 000 maintenant. Là. Et ça a un énorme impact sur notre cerveau. Apprendre à comprendre un peu plus l'effet que ça a sur nous et les possibilités pour s'émanciper, se libérer un peu de cette économie de l'attention, c'est une belle façon de prendre soin de nous. Moi, ça me donne envie de méditer. Et je vais vous lire aujourd'hui un livre qui s'appelle « Méditer jour après jour, 25 leçons pour vivre en pleine conscience ». C'est un livre qui a été publié par le psychiatre français Christophe André. Christophe André, il est à la fin de sa carrière maintenant, là, mais il a œuvré toute sa vie comme figure de proue,
concernant l'intégration des pratiques de pleine conscience dans les hôpitaux français. Donc lui, il dirigeait des groupes de personnes qui vivent avec la douleur chronique, l'anxiété chronique, la dépression chronique, pour améliorer leur santé physique, mentale, limiter les rechutes à partir des outils de la pleine conscience. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont ce livre-là, pour moi, qui est celui qui me motive le plus à méditer jour après jour. Je vous lis un extrait du chapitre qui s'appelle « Voir l'important ». C'est un chapitre qui commence à la page 130. Je vous commence ça avec un paragraphe intitulé « Tumultes et artifices ». Ça part. On peut reprocher beaucoup de choses à cette époque qui est la nôtre, mais on doit lui reconnaître une grande qualité. Elle est passionnante et d'une richesse étonnante, pleine de changements, de vitesse, de mélange, nous procurant des plaisirs et des possibilités jamais obtenus auparavant par les générations qui nous précèdent. Mais est-ce que ces richesses et cette vitesse ne masquent pas certains périls? Est-ce que le clinquant, le chatoyant, l'intéressant, qui compose souvent notre quotidien extérieur, ne masque pas certaines misères intérieures? C'est ce que pensent depuis longtemps les poètes qui ont vu naître et grandir notre monde actuel. Voici ce qu'en disait Stefan Zweig. Les conditions nouvelles de notre existence arrachent les hommes à tout recueillement et les jettent hors d'eux-mêmes, dans une fureur meurtrière, comme un incendie de forêt chasse les animaux de leur profonde retraite. Ou Nietzsche. Toutes les institutions humaines ne sont-elles pas destinées à empêcher les hommes de sentir leur vie à cause de la dispersion constante de leurs pensées? On revient à Christophe André. Pour que notre conscience puisse exister et se développer, nous allons devoir la protéger d'un monde, certes stimulant et nourrissant, mais aussi envahissant et toxique. Prochain paragraphe. Pollution de l'esprit. Il y a des pollutions chimiques. Elles contaminent les aliments, l'air, l'eau. Et des pollutions psychiques qui contaminent notre esprit, violent notre intimité, perturbent notre stabilité intérieure. Slogans, publicités et autres manipulations commerciales. Il existe de nombreuses études sur ce matérialisme psychotoxique dont on sait qu'il provoque beaucoup de dégâts variés. Par exemple, des vols d'attention, de conscience et d'intériorité. Dans quel état finit notre esprit à force de vols d'attention? Quand notre attention est sans cesse captée, attirée et finalement fragmentée, segmentée. Et on finit par devenir accro au bruyant, au clinquant, au facile, au prédigéré, au prépensé. Dans quel état finit notre esprit à force de vol de conscience? Notre mental est encombré de pensées, de démarches et de contenus inutiles. Lire les publicités que nous croisons, faire des choix de consommation entre le moins cher et le encore moins cher, dépenser beaucoup d'énergie à chercher la bonne affaire, être gavé d'informations qui tournent en boucle et se répètent d'un jour à l'autre. Dans quel état finit notre esprit à force de vol d'intériorité? Nous sommes submergés par de plus en plus d'attractions externes et de distractions. Activité creuse de remplissage mental et comportemental. Or, comme il faut des silences pour que la parole se fasse entendre, il faut de l'espace mental pour que la conscience et l'intériorité émergent.
le disque dur de notre conscience est encombré de trop de choses inutiles. Car la conscience, c'est l'intériorité. Plus nous courons après l'externe, moins il y a de conscience. Ces vols d'attention et de conscience aboutissent donc à des déficits d'intériorité. Ils entraînent aussi un raccourcissement de nos pensées. Comme le disait Tiziano Terzani, aujourd'hui, nous sommes énormément sollicités, si bien que notre mental n'est jamais en paix. Le bruit de la télévision, le son de la radio dans la voiture, le téléphone qui sonne, le panneau publicitaire sur l'autobus qui passe juste devant. On n'arrive pas à avoir des pensées longues. Nos pensées sont courtes. Nos pensées sont courtes parce que nous sommes très souvent interrompus. On revient à Christophe André. Nos pensées sont courtes et pas toujours tournées vers le dedans, mais comme enfermées dehors par le tumulte et le chatoiement de ce monde factice. Elles sont hors de nous. Elles finissent par ne plus être nos propres pensées, mais juste des contenus mentaux stéréotypés venus de l'extérieur, échos de ce monde sans âme. L'écrivain Louis-René Desforêts écrivait « La surabondance n'a rien à voir avec la fertilité. » Nos esprits perdent leur fécondité à trop se laisser remplir par le vide des tapages extérieurs. Alors bien sûr, quand on essaie de penser et de pratiquer l'introspection, c'est-à-dire de réfléchir par soi-même, au calme, au silence, dans la continuité, on ne sait pas ou on ne sait plus. Pire, comme on en a perdu ou jamais acquis l'habitude, surviennent alors des angoisses, de l'ennui ou des ruminations qui tournent en rond. Alors vite, vite, nous opérons un retour vers l'extérieur de nous-mêmes, retour à ce tumulte et ce remplissage rassurant. Nous souffrons ainsi d'un déficit généralisé d'intériorité, car il manque dans nos sociétés tout ce qui permet l'introspection. Nous sommes carencés. Prochain paragraphe, intitulé « Carence de lenteur, de calme, de continuité ». Les maladies de carence sont insidieuses. Si nous sommes carencés en vitamine C ou D, en oméga 3, en sélénium, il ne se passe d'abord rien. Nous ne souffrons pas, nous ne suffoquons pas, nous ne tombons pas à la renverse. Pas d'effet immédiat, mais peu à peu, des symptômes de souffrance vont apparaître sous l'effet du manque. Souvent, nous ne comprenons pas bien pourquoi, ni d'où ils viennent. Les carences se manifestent toujours ainsi, doucement, lentement, insidieusement, jamais de façon bruyante. Notre société de profusion multiple crée aussi en nous des manques multiples, et les deux sont liés. Voyez les maladies de pléthore, par exemple ces maladies modernes, du trop d'aliments qui nous rendent obèses, trop de possessions qui nous rendent moroses. Le trop de quelque chose, c'est toujours le manque d'autre chose. Et l'excès génère forcément la carence. On sait par exemple que la nourriture industrielle, les aliments raffinés et aseptisés, non seulement sont malsains à cause du trop présent, trop facile d'accès, trop sucré, trop inducteur d'appétit, puis de diabète et d'obésité, mais aussi à cause du pas assez, de nombreuses vitamines et oligo-éléments. Les carences contemporaines portent également sur nos besoins psychiques. Par exemple, le besoin de calme, de lenteur,
de continuité, pour lesquels nous avons à lutter et à nous organiser afin de ne pas tomber malade de stress, d'instabilité émotionnelle, de dispersion mentale. Lutter contre les carences de lenteur, prendre son temps. Ne pas voler d'une activité à l'autre. Ne pas faire plusieurs choses en même temps. Agir, chaque fois que possible, avec douceur et calme. Pratiquer des cures de rien, de simple, de calme, de monoactivité. Repérer aussi les remplissages d'emploi du temps et s'en méfier. Les programmes délirants d'activité que l'on arrive parfois à s'imposer en week-end, en vacances. Lutter contre les carences de calme, fuir les agressions, les sollicitations. Redevenir sensible à tous les trop. Musique tout le temps, images tout le temps, écran tout le temps. Détachons-nous. Acte de liberté, fermer les yeux, ne pas regarder ces écrans qui volent notre attention. Nous mangent partout du temps de cerveau et du temps de repos. Lutter contre les carences de continuité, repérer les interruptions incessantes qui ponctuent nos journées, élever son niveau de conscience par rapport à elles. Résister à la tentation de regarder ses emails, ses SMS, de passer un coup de fil ou d'aller faire un tour sur Internet. C'est drôle, hein, parce que dans le livre, c'est à l'époque que Internet s'écrivait encore avec un I majuscule. C'est un livre qui a été publié en 2011, je pense. Déjà, en 2011, on voyait que ça n'avait pas de bon sens la direction où tout ça s'en allait. On est 15 ans plus tard, imaginez. Ça ne s'est pas amélioré en 15 ans, là. Je reviens au livre. La pleine conscience nous aide à prendre conscience de ces pollutions cachées de nos esprits et à nous en protéger. Elle nous permet de restaurer nos capacités d'introspection et de nous reconnecter à nous-mêmes. Au lieu de toujours vivre sous perfusion d'injonctions, de distractions, d'activation extérieure, elle nous propose de ne rien faire et juste rester là, à notre poste d'observation, à la vigie de l'introspection. La pratique de la pleine conscience nous aide à décrocher. On n'y cherche rien, il n'y a pas de but. On se donne le temps, on décide librement d'aller doucement. On prend le temps de s'asseoir, d'observer, d'éprouver. Même si on ne le fait que peu de temps, que quelques instants, on est dans la pleine conscience dès qu'on ferme les yeux et qu'on cesse l'action. Déjà, on est dans la liberté. Prochain paragraphe. La pratique méditative, le lieu exact du choix entre l'urgent et l'important. Comme la sédentarité de nos sociétés modernes a créé dans nos corps le besoin de sport, la sursollicitation éveille dans nos esprits le besoin de méditation. Là, c'est Charles qui parle. Je trouve que c'est tellement une belle comparaison, un parallèle super clair. V'là 200 ans, v'là 400 ans, v'là 2000 ans, les êtres humains n'avaient pas besoin de sport. Pour aller chercher de l'eau, il fallait qu'ils aillent le pomper au puits. Pour manger, il fallait qu'ils cultivent leurs choux au champ. Pour aller à l'école, il fallait qu'ils aillent à pied. Le sport faisait partie de la vie de tous les jours. Mais maintenant, notre vie est tellement sédentaire qu'il a fallu inventer le sport. Eh bien, c'est la même chose avec notre esprit. La sursollicitation éveille dans notre esprit le besoin de méditation. Puis là, c'est capoté, hein? Parce que déjà, v'là 2000 ans,
des cultures à plus d'un endroit sur Terre avaient développé la méditation pour prendre soin de leur cerveau. V'là 2000 ans, déjà, ils sentaient, il y avait une intuition que l'attention humaine, lorsqu'elle était hachurée, éparpillée, capturée par des pensées vagabondes, c'était mauvais pour nous. Déjà, v'là 2000 ans, il y avait cette intuition-là, mais le cellulaire n'existait pas, là. Internet n'existait pas. Les affiches ne devaient pas exister tant que ça, v'là 2000 ans. Il ne devait pas avoir tant que ça de logos sur les tasses. Et déjà, des génies avaient observé que c'était important pour notre cerveau de méditer. Bien, si c'était important il y a 2000 ans, je pense que là, c'est rendu absolument essentiel. Je retourne au texte. La pleine conscience peut nous aider, nous l'avons vu, à nous rapprocher de ses besoins fondamentaux. Lenteur, calme, continuité. Satisfaire ces besoins est une démarche importante. Pas urgente, mais importante. Il y a ainsi dans nos vies de l'urgent et de l'important. Urgent. Répondre à des emails, finir mon travail, faire les courses, réparer ce robinet qui fuit. Si je ne fais pas ce qui est urgent, je serai puni. Rapidement. J'aurai des ennuis. Alors je m'exécute. Important. Marcher dans la nature, regarder passer les nuages, parler avec des amis, prendre le temps de souffler, de respirer, de rien faire, de se sentir vivant. Si je ne fais pas ce qui est important, il ne m'arrivera rien. Rien dans l'immédiat. Mais, peu à peu, ma vie deviendra terne, ou triste, ou bizarrement vide de sens. Chaque jour, il y a dans nos vies des conflits entre ce qui est urgent et ce qui est important. Comment ne pas sacrifier totalement l'important à l'urgent? Comment ne pas céder peu à peu à la dictature de l'urgence, qui fait qu'au bout d'un moment, toute sollicitation me semble urgente, même si en réalité, elle ne l'est pas, ou pas tant qu'elle voudrait me le faire croire. En réfléchissant, bien sûr, et en méditant. Mais même en pratiquant la pleine conscience, nous sommes constamment exposés à ce conflit. À peine me suis-je assis, les yeux fermés, que déjà m'assaillent des pensées sur tout ce que j'ai à faire. Pense à envoyer ce email. Oublie pas de rappeler un tel. Ah, tiens, il faudrait que tu notes cette activité avant de l'oublier. Ah, au lieu d'être là, assis, à essayer de méditer, tu ferais mieux de te lever et de faire toutes sortes de choses avant de les oublier. Et puis aujourd'hui, ça marche pas bien ta séance. T'as pas l'esprit à ça. Allez, laisse tomber, relève-toi. Tu trouveras bien un autre moment. Méditer, ça peut attendre. Ce n'est pas comme ton boulot. L'urgent tente toujours de prendre le peu de place que je m'efforce de réserver à l'important. C'est comme ça. C'est sa nature. Alors si je ne dis pas non, si je ne fais pas cet effort, je suis perdu. Je vais vivre une non-vie de robot remuant et creux. Est-ce cela que je souhaite? La pleine conscience m'apprend à protéger ce qui est important, à me dire doucement « non, non ». Je ne me lève pas, je n'ouvre pas les yeux, je n'arrête pas ma séance. Je reste là, assis, les yeux fermés, à prendre conscience de mon souffle, de la respiration du monde autour de moi. C'est important, très important, infiniment important. Rien n'est plus important à cet instant que de rester là, comme ça. Avoir appris à doucement dire non,
lors des exercices de pleine conscience, avoir fait l'expérience de ce non et de ses bienfaits, cela va peu à peu s'étendre à tout le reste de ma vie et m'aider à y dire non aussi, m'aider à tamiser le flot des urgences, à accroître ma clairvoyance envers les fausses alertes du « fais-le vite, tout de suite ». Sourire, comprendre que chacun de ces petits combats gagnés me rend plus intelligent et plus heureux. Et m'aide à faire, peu à peu, de la place dans ma vie pour ce qui importe. Pensez à Thoreau, qui partit vivre 1 an dans les bois à Walden. Ouvrez les guillemets, on finit ça avec une citation de Thoreau. Une fois que l'homme s'est procuré l'indispensable, il existe une autre alternative que celle de se procurer les superfluités, et c'est de s'aventurer dans la vie présente. Là, c'est Charles qui parle. Je suis bien inspiré par ce chapitre. Ce chapitre me donne envie de méditer. Ce chapitre-là me donne envie de dire non quand dans mon esprit je me dis « Ah, pas besoin de méditer, il y a quelque chose de plus urgent. » Oui. Y a-t-il quelque chose de plus important? D'un fois, oui. Souvent, non. Souvent, la chose la plus importante, c'est d'aller méditer. Je vous invite à prendre soin de vous et à développer plus de subtilité, plus de conscience dans cette distinction clé entre l'urgent et l'important.